Il existe très peu de solutions exactes aux équations d'Einstein. La solution de Schwarzschild est un exemple, mais elle ne peut pas décrire correctement l'espace-temps autour d'un objet en rotation, parce qu'un objet en rotation ne respecte pas l'invariance par rotation qui est une condition à la solution de Schwarzschild. En effet, un objet en rotation définit un axe. Cet axe de rotation donc, est une direction privilégiée dans l'espace. Et donc la métrique que l'on a démontrée au chapitre précédent ne peut pas s'appliquer. Quelles sont les différences principales quand un objet est en rotation? Eh bien, il y aura une perte de l'invariance par inversion du temps, c'est-à-dire que lorsque l'on fait la transformation t va vers moins t, la métrique ne devrait plus être la même, parce qu'effectivement, si on inverse le cours du temps, l'objet tourne dans le sens inverse et ça doit avoir des conséquences. On suppose que l'objet va tourner autour d'un axe. Donc on prend ici un cas assez particulier où l'objet tourne autour d'un axe stationnaire et bien défini. On va utiliser des coordonnées sphériques avec l'axe des Z comme étant l'axe de rotation. Et donc la coordonnée qui change au cours de la rotation, c'est la coordonnée phi, qui est la dernière dans la liste. Et donc une propriété de cette métrique devrait être que si on change à la fois le signe de t et le signe de phi, la métrique devrait rester la même, puisque en inversant le cours du temps, on tourne dans la direction contraire, donc c'est comme si on changeait phi en moins phi. Donc la forme générale d'une telle métrique est la suivante. On aurait, en outre les termes que l'on connaît d'habitude, mais qui n'ont pas exactement la même forme dans le détail, la possibilité d'avoir des termes mixtes ici. Donc le tenseur métrique ne serait pas diagonal, il comporte une composante g, t, phi, entre la coordonnée 0 et la coordonnée 3, c'est-à-dire entre le temps et phi. On pourrait réécrire cette métrique un peu différemment de la manière suivante. On essaie de compléter le carré ici, parce qu'avec un terme en dt dφ, un terme en dφ carré, on doit être capable d'écrire un terme qui complète ce carré et qui a la forme suivante. Donc on l'écrit comme ceci, dφ moins oméga dt. Oméga, par définition, c'est le rapport entre gt phi et g phi phi. Donc en complétant, en développant ce carré, on trouve bien le terme en dφ au carré, avec g phi phi. On trouve le terme en dφ dt, qui serait donc moins oméga fois g phi phi divisé par g phi phi fois gt phi, comme ceci, et donc le oméga étant négatif, ça nous donne, avec un facteur 2, bien sûr, ce terme exactement. Et enfin, le terme supplémentaire qu'on introduit dans ce carré, qui est en dt carré, on doit le soustraire du terme en dt carré qui est ici pour obtenir cette forme. Donc c'est une façon équivalente d'écrire exactement la même métrique. Ce qu'elle fait ressortir, cependant, c'est l'existence dans la métrique d'une vitesse angulaire. Donc cette vitesse angulaire, c'est véritablement une vitesse angulaire parce qu'on voit que donc, ça corrèle une variation de phi avec une variation du temps, comme ceci. Cette vitesse angulaire n'est pas une constante ici. Et ce n'est pas directement la vitesse angulaire de l'objet en rotation, donc c'est une vitesse angulaire qui apparaît dans la métrique et qui dépend de r et de θ. Et on aura recours à cette notation par la suite. L'une des caractéristiques de ces métriques qu'on qualifie de axisymétriques, parce qu'on suppose ici, en plus, qu'il n'y a pas de dépendance en t ou en phi. Donc, les différents coefficients du tenseur métrique qui sont ici ne dépendent que de r et de θ peut-être, mais ne dépendent ni du temps, ni de l'angle. Donc, en un sens, il y a une certaine invariance par rotation dans la direction phi, parce que rien ne dépend de phi, et c'est stationnaire parce que rien ne dépend de t. C'est un cas particulier. Donc, l'une des caractéristiques de ce genre de métrique, c'est un phénomène qu'on appelle l'entraînement des repères, et qui est illustré par ce dessin ici, qui est beaucoup plus intuitif que précis, mais qui a comme conséquence le phénomène suivant. Si on relâche de l'infini une particule sans moment cinétique, donc le moment cinétique est conservé ici puisque rien ne dépend de phi, et que la conservation du moment cinétique, ou du moins de sa composante en z, est liée au fait que justement rien ne dépend de la coordonnée phi. Donc si on relâche une particule de l'infini,
sans moment cinétique, donc comme s'il tombait directement vers le centre, en raison de la rotation de l'objet, eh bien, elle va suivre une trajectoire, un peu comme ce qui est indiqué ici, au lieu de tomber directement vers le centre, comme ceci. Attendez un peu. Voilà. Au lieu de tomber directement sur le centre comme ceci, elle va suivre une trajectoire qui va l'entraîner dans un mouvement de rotation qui est dans le même sens que la rotation de l'objet. Et c'est ça qu'on appelle l'entraînement des repères. Voyons voir comment ça fonctionne. On va suivre le mouvement d'une particule en se fiant sur le principe de la moindre action, bien sûr. Donc ce principe de la moindre action, on l'a vu énoncé de deux façons différentes. Et dans l'une des façons, on a un Lagrangien ici qui, vous vous en rappelez, est donc à la forme simplement du tenseur métrique fois les vitesses comme ceci. Donc c'est ça qu'on va utiliser comme Lagrangien. Quand on l'écrit au long, bien sûr, ça a cette forme, intégrée sur le temps propre. Et le fait que ça ne dépend ni de t ni de phi nous permet d'identifier des quantités conservées qui sont les moments conjugués à chacune de ces deux coordonnées. Donc pt, qu'on a appelé k dans le chapitre précédent, et qui correspond à l'énergie par unité de masse, est donné par cette combinaison ici. Donc j'ai pris la dérivée du Lagrangien par rapport à t points. Donc j'obtiens bien un terme qui vient de ce terme et un autre qui vient d'ici. D'accord? Et ici j'ai un 1/2, alors faisons attention. Le 1/2 combiné au carré me donne un terme qui est simplement GTT ici. Alors que le 1/2 combiné au facteur 2 me donne un terme qui est, encore une fois, linéaire en GT phi. Pourquoi est-ce que j'ai un facteur 2 ici? Revenons là-dessus brièvement. Parce que GT phi est un terme hors diagonale, donc il existe en G phi t et en GT phi. Les deux coefficients sont égaux, donc pour les regrouper, j'ai simplement mis un facteur 2 ici plutôt que de répéter le terme. Donc, cette quantité conservée, une autre quantité conservée, c'est le moment cinétique, donc c'est le moment conjugué à la coordonnée phi. Je dérive encore une fois le Lagrangien par rapport à phi point et j'obtiens g phi fois phi point et g t phi fois t point, comme ça, et j'appelle ça h, c'est le moment cinétique. Alors, supposons justement qu'on a ici une particule qu'on relâche de l'infini, comme je l'ai dit, sans moment cinétique. Donc, on va supposer que h est égal à 0. D'accord? Si h est égal à 0, eh bien, on peut évaluer le rapport entre phi point et t point, qui n'est rien d'autre, bien sûr, que d phi dt. Donc, j'ai d phi des taux divisé par dt des taux. Donc la vitesse angulaire de la particule devient simplement ceci en partant de cette relation et on obtient précisément oméga. Donc oméga n'est pas la vitesse angulaire de l'objet en rotation, mais c'est la vitesse angulaire d'une particule qui est relâchée de l'infini. Donc curieusement, on peut avoir une vitesse angulaire non nulle, même sans moment cinétique. Et donc c'est la démonstration de l'existence de ces trajectoires spirale, si on veut, donc, l'entraînement des repères. Bon, alors, est-ce qu'on peut trouver la solution exacte à ce problème? Oui, c'est difficile, ça a pris presque 50 ans depuis la formulation de la relativité générale jusqu'à ce qu'un mathématicien néo-zélandais, Roy Kerr, trouve la solution en 1963. Et donc la métrique a la forme suivante. Donc c'est une grosse équation encadrée ici. Donc, qu'est-ce qu'on a comme terme? Donc, on a GTT, tous les termes qu'on a énumérés précédemment, donc sont ici donnés explicitement en fonction des coordonnées R et θ. Donc, c'est assez compliqué à prime abord. Il faut se rendre compte que dans cette équation, dans cette expression, on a des quantités auxiliaires, donc ρ carré est défini par ça, et delta est défini par ceci. Les paramètres de la métrique, il y en a deux essentiellement. Il y a le RS, qui joue le même rôle que dans la métrique de Schwarzschild, et il y a ce nombre A. A est une distance de la même... Enfin, dans les unités géométriques, A est une distance, donc c'est comme une masse aussi. On verra que A est relié au moment cinétique de l'objet. Donc ce qui différencie cette métrique de la métrique de Schwarzschild, c'est justement ce paramètre A. On pourrait aussi réécrire la même forme un peu différemment. Donc ici, j'ai une expression semblable
qui est équivalente, dans laquelle on a défini cette quantité sigma ayant cette forme. Mais c'est principalement avec cette forme qu'on va travailler. Donc, c'est complexe, alors il faut voir les cas limites. Premièrement, donc, il faudrait se rendre compte que le tenseur métrique de la métrique de Kerr ou d'une métrique axisymétrique générale a cette forme. C'est-à-dire qu'il y a des composantes orthogonales, gt phi ici, et le reste des composantes est sur la diagonale. Donc l'inverse du tenseur métrique n'est pas trivial, il faut calculer l'inverse d'une matrice. Bon, ça l'est c'est facile pour les deux coordonnées r et θ, puisque le tenseur métrique est un bloc, et diagonale par bloc, si on veut. Donc dans le bloc r, θ, il est diagonale, donc on fait juste prendre l'inverse, donc on aurait ces relations ici. Mais pour les parties impliquant le temps et phi, ben, c'est un peu plus compliqué, donc je donne la réponse ici. On a ces expressions pour les composantes du tenseur métrique contravariant. Donc, quels sont les cas limites de cette métrique? On a dit qu'en A tend vers 0, on devrait retrouver la métrique de Schwarzschild. Est-ce que c'est vrai? Si on retourne ici, on met A égale 0, qu'est-ce qui se passe? Quand on met A égale 0, ρ carré devient simplement R carré. Donc, ρ devient R. Et donc, on a ici exactement ce qu'on a dans Schwarzschild. 1 moins RS sur R. Ρ devient R ici aussi. Donc, excusez-moi. Ce terme disparaît parce que A tend vers 0. C'est le terme croisé. Ici, ρ devient R. Delta devient, quand ceci disparaît, simplement R fois R moins RS, ou R carré fois 1 moins RS sur R. Et donc, en prenant le rapport qui devient ici R carré sur ça, on obtient précisément le même terme qui apparaît dans la métrique de Schwarzschild. Ici, on obtiendrait R carré, et ici, on a déjà R carré sinus carré θ, parce que ces deux termes disparaissent. Donc, oui, on prend la limite A tend vers 0, on obtient la métrique de Schwarzschild. Donc, c'est que le coefficient A a un rapport direct avec la vitesse de rotation de l'objet. Un autre cas limite est obtenu en prenant RS égale 0. Donc, dans ce cas-là, on devrait s'attendre à avoir un espace plat. Qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, si on met RS égale 0 et on revient un peu en arrière, qu'est-ce qui se passe? Donc, bien sûr, on obtient ici simplement dt, ceci disparaît, ceci disparaît. Par contre, le coefficient de dr carré ne devient pas simplement 1, mais est plus compliqué. Enfin, donc ceci disparaît, delta devient simplement r carré plus a carré. Et on obtient à la fin cette forme, ici, qui nous laisse un peu perplexe, puisque ça ne correspond pas à la métrique d'un espace plat en coordonnées sphériques. La réalité, c'est que ça décrit quand même un espace plat, mais pas en coordonnées sphériques. Donc, on pensait avoir adopté des coordonnées sphériques au début, mais ce n'était pas tout à fait le cas. En fait, ça se trouve à être ce qu'on appelle les coordonnées sphéroïdales aplaties dans l'espace à 3 dimensions. Dans l'espace-temps, on appelle ça plutôt les coordonnées de Boyer-Lindqvist, mais si on se restreint à l'espace à 3 dimensions, ça correspond à ces fameuses coordonnées curviligne. À quoi ça ressemble? Eh bien, si on veut faire une comparaison avec les coordonnées cartésiennes, c'est relativement simple. On a simplement à définir ici ces relations. Donc ça, c'est la traduction qui nous permet d'aller des coordonnées θ, phi, r vers les coordonnées x, y, z. Ce que je veux dire par là, c'est que si on prend des dx, dy, dz et qu'on met au carré, on écrit la métrique habituelle en coordonnées cartésiennes, dx carré plus dy carré plus dz carré, on retrouverait exactement ceci, avec un signe contraire, bien sûr. Donc, cette relation se traduit par les surfaces à r constant et à θ constant suivantes. Si on met, par exemple, là-dedans r égale constant, donc on se trouve à éliminer les coordonnées angulaires. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le carré de x, on additionne le carré de y, ce qui nous permet d'éliminer par cos carré phi plus sin carré phi, ça nous permet d'éliminer phi.
Et donc on prend x carré plus y carré, on divise par ça au carré, et on met le tout au carré, on additionne à z carré, donc ça nous permet d'éliminer les sinus et cosinus en même temps. Simple, on obtient cette relation. Donc cette relation définit des ellipsoïdes aplatis, pour une valeur donnée de R. C'est un peu plus clair dans cette image ici qui est plus grande. Donc par exemple à R égale 4, on aurait un ellipsoïde aplati qui est tranché ici, mais qui est en fait une figure de révolution autour de l'axe des Z. Quand on prend ensuite, si on veut éliminer R, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour éliminer R, on doit prendre des rapports, bien sûr, et en fait, on pourrait simplement ici faire x carré plus y carré divisé par sinus carré θ, soustraire a carré, et on pourrait soustraire z carré sur cos carré θ, n'est-ce pas? Ça nous permettrait de faire r carré moins r carré donne 0, et on obtiendrait ceci. Okay. J'ai divisé par a carré partout. Donc, cette équation est l'équation d'un hyperboléide de révolution, ce qui correspond donc à ces courbes ici, donc, et la courbe miroir qui est ici. Donc on doit considérer encore une fois en rotation, en révolution par rapport à l'axe polaire. Et donc ce sont les surfaces à θ constant. Lorsqu'on est très loin, donc lorsque A est petit, si on veut, ça correspond effectivement aux coordonnées sphériques habituelles, parce que les ellipsoïdes deviennent graduellement des sphères, et ces espèces d'hyperboléides deviennent des cônes. Et donc, ça correspond aux surfaces à t constant en coordonnées sphériques. Dont la limite r tend vers 0. Le rapport qui est ici n'est pas bien défini. Il faut bien sûr que z soit égal à 0, donc la figure doit être contenue dans le plan xy. Mais le rapport qui est ici, dans cette limite, peut prendre des valeurs qui se situent entre 0 et 1. Et donc, dans cette limite r tend vers 0, on peut écrire cette expression comme ceci. Donc, on a l'équation d'un cercle, mais d'un cercle dont le rayon, le rayon est variable entre a carré et 0. Donc c'est un disque de rayon A, un disque solide, et c'est ce qui décrit donc cette surface ici, qui est véritablement l'ellipsoïde qui est ici, mais aplati dans la dernière limite. D'accord? Donc un disque solide. D'autre part, l'autre coordonnée un peu singulière ici, c'est θ égale pi sur 2. Donc si on met θ égale pi sur 2, encore une fois, on a un cos carré θ qui devient 0. Ça force aussi z à être égal à 0. On a un peu le même phénomène qu'avant. Par contre, sinus θ est égal à 1. Donc on aurait un peu l'inverse ou l'opposé de ça ici, c'est-à-dire qu'on aurait une équation semblable, sauf qu'on aurait un plus ici au lieu d'avoir un moins. Ce qui voudrait dire que ce sont des cercles concentriques, mais qui s'échelonnent de rayon A vers des rayons plus grands vers l'infini. Et ça correspond à ces segments ici, qui sont l'équivalent du plan XY moins le disque de rayon A. Donc une espèce de plan troué qui correspond à la coordonnée, ou au cas limite, θ égale pi sur 2. Voilà, donc ce sont ces fameuses coordonnées de Boyer-Lindquist, ou enfin des coordonnées sphéroïdes aplaties. Il faut garder ça en tête quand on prend des cas limites ou quand on étudie par exemple les horizons ou les surfaces singulières de cette métrique. Dernier cas limite, la limite R beaucoup plus grand que RS. Ça se fait assez facilement. Encore une fois, on doit simplement faire un développement en 1 sur R. Et ce qu'on obtient, et je passe les détails ici, ce qu'on obtient, c'est cette forme ici, qui est semblable à une métrique d'espace plat, sauf pour ce terme ici, donc qui nous révèle que l'interprétation de RS est la même qu'avant. Donc RS, si on fait le lien dans la limite non relativiste avec le potentiel gravitationnel, correspond ici à 2 fois la masse de l'objet. Il y a un autre terme qui apparaît dans cette limite, qui est proportionnel à A. On pourrait aussi l'écrire, ce terme, en fonction des coordonnées cartésiennes. Ce qui donne une forme qui nous fait un peu penser au moment cinétique, en fait. On peut montrer, et on ne le fera pas ici, c'est relativement difficile de le faire de manière rigoureuse, mais on va y revenir dans le chapitre sur les ondes gravitationnelles, où ça va ressortir de manière plus intuitive, que A est relié au moment cinétique de l'objet de la manière suivante.
Donc J est égal à M fois A. Tout simple. On voit aussi dans cette limite R très grand que la vitesse angulaire est donnée par cette relation. Donc 2J sur R cube. Donc ça correspond bien sûr au rapport ici qui définit oméga dans le plan θ sur 2. Dans le plan θ égale pi sur 2 cette fois. D'accord. Donc la vitesse angulaire de la métrique à l'infini se comporte comme 1 sur R cube, mais est proportionnelle au moment cinétique de l'objet. Prochain point, quelles sont les singularités de la métrique de Kerr? Qu'est-ce qui fait que la métrique peut devenir singulière dans ses coordonnées? Eh bien, ρ pourrait devenir égal à 0, delta pourrait être égal à 0. Dans l'un et l'autre cas, on a une singularité qui est soit une singularité intrinsèque ou une singularité des coordonnées. Donc, je vous rappelle que ρ a cette forme, delta a cette forme, donc voyons voir ce qui se passe dans ces cas. Donc, on va montrer en fait que ρ égale 0 correspond, dans le cas de la métrique de Schwarzschild, donc quand A égale 0, cette singularité correspond à R égale 0 et ça constitue une singularité intrinsèque de la métrique. Donc si on calcule, par exemple, le carré de la courbure, on prend le tenseur de Riemann, on calcule le carré de chaque composante, on somme sur toutes les composantes, donc le carré de chaque composante, et on obtient donc le carré du tenseur de Riemann, la trace, et on trouve quelque chose qui est bien sûr invariant, c'est un scalaire, donc ça ne dépend pas du système de coordonnées, on trouve que c'est effectivement singulier à ρ égale 0, mais que ça ne l'est pas quand delta égale 0. Delta égale 0, dans le cas petit a égale 0, correspond simplement à R égale RS, c'est-à-dire à l'horizon. C'est un horizon des événements. Donc, quand A est différent de 0, maintenant, qu'advient-il à cet horizon? On prend la valeur de delta, donc allons-y, delta, je vous rappelle, à cette forme. Ok, on se demande quand est-ce que delta vaut 0. On doit résoudre cette équation. Ceci égale 0. Les solutions à cela, c'est une équation quadratique, sont deux valeurs de R, R plus et R moins, qu'on peut exprimer comme ceci en fonction de la masse. C'est encore plus simple en fonction de la masse de l'objet. Donc ce sont des horizons d'événements. Il y en a deux qui coïncident si A tend vers 0. Il y a un horizon externe, que je dessine ici, et un horizon interne, qui est un ellipsoïde ici. Bon. Bien sûr, cet horizon est caractérisé, c'est vraiment un horizon d'événement parce que ça correspond par définition à la composante contravariante G à R qui doit être égale à 0, c'est la définition d'un horizon d'événement. Donc cette composante contravariante de GRR, on l'avait ici, n'est-ce pas? Et ça correspond bien à delta égale 0. D'accord, donc ça c'est un horizon d'événement. Une autre courbe intéressante, c'est la surface limite de stationnarité, donc, qui est définie de la manière suivante. Alors on va considérer qu'on a un rayon lumineux qui est émis par une source dans la direction azimutale. Donc on a un objet à une valeur donnée de R qui émet peut-être dans toutes les directions, mais on va regarder ce qui est émis dans la direction à R constant, donc dans la direction phi. Donc on se met à l'équateur, θ égale pi sur 2, et vu que c'est un rayon lumineux, ds égale à 0 le long de sa trajectoire, donc ça correspondrait à ceci. On a dr égale 0 parce qu'on regarde uniquement la direction azimutale, et en mettant cette expression égale à 0, on pourrait relier dφ à dt, n'est-ce pas? Donc on pourrait, en solutionnant une équation quadratique, obtenir dφ dt. Je fais simplement diviser par dt carré là-dedans, je mets dφ dt qui apparaît et qui est multiplié qui apparaît linéairement ici, qui apparaît quadratiquement ici, avec un terme constant. Je mets ça égal à 0, je solutionne l'équation quadratique, j'ai dφ dt qui est donné par ça. Ok. Bon. Et ça correspond en quelque sorte à la vitesse angulaire de la lumière. On émet de la lumière
dans la direction de rotation du trou noir et dans la direction contraire à la rotation. C'est une source qui émet dans toutes les directions, mais en particulier dans ces deux directions-là. Donc, ce que j'appelle ici défi dt, ça correspond à la vitesse angulaire de la lumière qui est émise à un point donné. Et j'ai deux valeurs différentes à cause des deux solutions. Donc, par exemple, j'aurais une valeur oméga plus et oméga moins. Oméga plus est plus grand et correspond à la lumière en corotation. La lumière est émise dans la direction de rotation de l'objet. Alors que oméga moins correspond à la lumière en contre-rotation. Donc, on l'émet dans la direction contraire à la rotation de l'objet. Ce qu'on trouve, donc, c'est que cette lumière en contre-rotation, cette fréquence, qui est bien sûr ici négative, puisque la fréquence angulaire a un sens selon la direction, cette fréquence, cette vitesse angulaire, devient 0 quand GTT égale 0. Donc GTT égale 0 nous donne ici oméga moins petit oméga donne 0. Et donc, sur cette surface définie par GTT égale 0, la lumière n'arrive pas à se propager dans la direction contraire à la rotation de l'objet. Elle n'est plus émise en contre-rotation. Autrement dit, la rotation de l'objet est tellement intense qu'elle entraîne l'espace-temps avec elle et empêche la lumière de se propager dans la direction contraire à la rotation. Donc c'est une espèce de phénomène un peu nouveau. Dans un trou noir habituel, la lumière ne peut pas sortir de l'horizon. Ici, sur cette surface, la lumière n'arrive pas à être émise dans la direction contraire à la rotation. Elle est un peu prisonnière, elle se fait entraîner dans le tourbillon, en quelque sorte. Donc, c'est ce qu'on appelle une surface limite de stationnarité, et c'est défini par GTT égale 0. Mais souvenons-nous aussi que GTT égale 0 définit les surfaces à décalage infini. On a vu ça au chapitre précédent, donc c'est la même chose. Ça coïncide, c'est la même surface. La surface de limite de stationnarité est aussi la surface à décalage infini. Cette surface à décalage infini, donc définie par GTT égale 0, rappelons que GTT est donné par cette expression, et donc qu'on aurait la condition suivante, R fois RS égale à ρ carré, ce qui revient à dire que R est donné par cette ou ces deux valeurs. Il y a encore une fois deux possibilités, encore une fois c'est une équation quadratique. On obtient deux surfaces de rayon S plus moins, qui, sur ce dessin maintenant, sont indiquées ici. J'ai une surface limite de stationnarité qui correspond à S+, qui est ici, qui est à l'extérieur de l'horizon externe. Donc ça, c'est un truc important. Et j'ai une surface à décalage infini à l'intérieur, qui, elle, est à l'intérieur de l'horizon interne. On le voit tout de suite. Bien sûr, je vous rappelle ici la forme de R plus moins, les horizons d'événements. Si on compare à ça ici, donc par exemple, S+, avec le signe plus ici, on additionne une quantité qui est en réalité plus grande que celle-ci. Plus grande parce que cos carré θ est toujours plus petit que 1, donc cette quantité obtenue en soustrayant de m carré a carré cos carré θ est plus grande que celle-ci. D'accord? Donc, S plus est plus grand que R plus. Et par le même raisonnement, S moins est plus petit que R moins. Et c'est pour ça que les surfaces à décalage infini sont extrêmes ici. Celle qui est à l'intérieur est plus à l'intérieur que l'horizon interne. Celle qui est à l'extérieur est plus à l'extérieur que l'horizon externe. Ils se touchent quand θ égale 0. Donc quand θ égale 0, il n'y a pas de différence, elles se rejoignent. Bon, un dernier commentaire sur les trous noirs extrêmes et la censure cosmique. Okay. Ce qui est remarquable dans cet horizon externe, ici, c'est que si par hasard A était plus grand que M, il n'y aurait pas de solution. Autrement dit, on aurait ici un rayon imaginaire et la singularité qui est au centre, la singularité intrinsèque, serait maintenant exposée parce qu'il n'y aurait plus d'horizon qui la cache.
Donc le mérite d'un horizon, c'est qu'on ne peut pas voir ce qui est à l'intérieur. Si cet horizon disparaît parce que la condition A plus grand que M est respectée, si A est plus grand que M, on peut voir la singularité intrinsèque de la métrique de l'extérieur. Okay? Donc ça, c'est un problème, parce qu'une singularité de cette manière ne peut pas... Enfin, à une singularité intrinsèque, les équations du mouvement perdent leur sens, et ainsi de suite. Donc on perd un peu le déterminisme de la théorie. Donc il y a un principe qu'on appelle, avec un peu d'humour, le principe de censure cosmique, qui interdit de voir des singularités nues, c'est-à-dire non cachées, par un horizon. Et donc, ce principe de censure cosmique a été développé par Hawking et Penrose, et il fait qu'une contrainte qu'on doit respecter dans cette solution de Kerr, c'est que A doit toujours être plus petit que M. Et les trous noirs qu'on appelle extrêmes sont des trous noirs pour lesquels justement A se rapproche de M. A est presque égal à M. On va constater plus tard que plus A se rapproche de M, en fait, plus il est difficile à un trou noir en rotation d'absorber du moment cinétique par des particules qui tombent dedans. Et donc, il devient pratiquement impossible de dépasser cette limite A égale à M. Donc, il y a une certaine cohérence dynamique dans cette idée.